Bienvenue dans l'émission régulière du Twitch de la LFI NUPES Monde. Nous sommes le 26 février 2023 et aujourd'hui je vais accueillir plusieurs intervenants pour parler d'éducation et de rompre avec la logique marchande, même chez les Français de l'étranger. Est-ce que c'est possible? J'espère que oui, j'espère que non. Mes invités vont me le dire tout de suite. J'accueille avec moi Romain de Thaïlande, Jean-Charles de Colombie et Hélène de Djibouti. Et j'espère que Christine de New York nous rejoindra incessamment sous peu. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. À des heures différentes, bien sûr. Vous m'entendez? Merci. Et bah voilà, Bonjour. bonjour la France, bonjour le monde. Bonjour. Alors, j'accueille aujourd'hui une très grande tablée et je vais les laisser se présenter. Honneur à Djibouti, puis la Thaïlande, puis la Colombie. Je t'en prie, Hélène, présente-toi. Je m'appelle Hélène, je suis enseignante à Djibouti, donc Djibouti qui fait partie de la 10e circonscription des Français de l'étranger, donc qui recouvre toute la zone du Moyen-Orient, Golfe, péninsule arabique, et puis ensuite l'Afrique, donc l'Égypte, Soudan, qui est en descendant jusqu'à l'Afrique du Sud, et en passant aussi par l'océan Indien, donc Madagascar, les Seychelles. Grande circonscription et sacrément élargie. J'invite aussi Jean-Charles et Romain à se présenter vraiment des deux côtés du monde si on prend la Suisse au milieu. Jean-Charles, Colombie du coup? Oui, bonjour. Donc Jean-Charles de Colombie et à Cali exactement. Donc ici, la Colombie, on fait partie de la 2e circonscription des Français de l'étranger et il y a des élections partielles. On est en pleine campagne. Exactement, et je crois que ton candidat est Christian, sauf erreur de ma part. Oui, tout à fait, Christian Rodriguez. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, 1er avril et 15 avril, c'est les votes à l'urne. Voilà. Eh ben on n'y manquera pas de le rappeler à la fin. Tout à fait, tout à fait. Et donc moi, en même temps, je suis animateur du groupe d'action LFI en Colombie et je suis également membre en fait du conseil d'établissement du lycée français de Cali et j'ai 2 enfants qui sont scolarisés dans le système AEFE. Voilà. AEFE, c'est bien, si on parle d'acronyme, il faut en profiter effectivement pour dire ce que c'est à chaque fois que vous interviendrez pour qu'on puisse le revoir aussi en replay et bien comprendre ce que c'est. Okay. Et Romain, pour boucler la boucle, je t'en prie. Alors, moi, c'est Romain. Je suis donc en Thaïlande, sur la 11e circonscription. Je suis enseignant de français langue étrangère dans une université, à Khon Kaen, très exactement. Mais moi, j'ai la particularité, j'ai fait collège, lycée avant d'arriver à l'université. Voilà. Et donc, maintenant, je suis, entre guillemets, si vous voulez parler, un peu formateur des professeurs de français thaïlandais, qui eux-mêmes seront amenés un jour à enseigner le français à des élèves thaïlandais. Voilà. Et moi, je pense, bon, je vais m'arrêter là parce qu'on va commencer directement, justement, on a parlé de la EFE, j'ai eu pour mission de préparer des définitions. Effectivement. Et, parce que c'est un... Ouais, donc je peux commencer par là, non? Eh ben, je t'en prie, on va définir effectivement ce qu'est l'enseignement et pourquoi il faut rompre avec cette logique marchande qu'on a pu travailler un petit peu en amont. Je t'en prie, à l'introduction. Voilà. Alors moi, j'ai la tâche de faire les définitions parce que j'ai vraiment insisté sur le fait qu'en fait, on parle de 2 choses qui sont bien distinctes et souvent on les mélange et c'est très très triste. Tous les camps politiques, là, c'est pas propre à un camp, c'est on mélange en fait ce qu'on appelle l'enseignement en français. Et je vais commencer par là. Donc Jean-François a commencé à en parler avec ce qu'on appelle les lycées français. Donc l'enseignement en français, c'est quand le français sert de langue d'enseignement. Voilà. Ça, à l'étranger, aujourd'hui, c'est piloté par un opérateur public qui s'appelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ce qu'on appelle, nous, l'AEFE. Voilà, ce que les parents d'élèves appellent AEFE. Voilà. Donc ça, c'est un réseau qui coordonne les établissements d'enseignement français à l'étranger, voilà, donc qui sont des établissements de droit français en partie, on va peut-être en discuter, qu'on appelle donc communément lycée français. Mais ça ne regroupe pas forcément que des lycées, on en parlera après. Donc en 2022, Hélène vous donnera les chiffres, mais juste là, je précise, c'est 566 établissements, si je ne dis pas de bêtises, et c'est 138 pays. Donc gardez ces chiffres en tête, parce qu'on va en reparler après.
Derrière, il y a une autre chose qui existe, qui est ce qu'on appelle le label France Éducation. Ça, c'est beaucoup moins connu. Alors, label France Éducation, on le dit d'un seul mot. C'est pas un acronyme. Voilà. Et en plus, ils ont enlevé le E de France à l'intérieur. C'est un peu bizarre. C'est quelque chose d'assez récent. Ça a été créé il y a 10 ans, en 2012. C'est le ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'occupe de ça. Et c'est en fait des filières bilingues francophones, je dirais, qui sont pilotées par la France. Parce qu'on en reparlera peut-être, il y a des filières bilingues francophones qui ne sont pas pilotées par la France, notamment en Amérique du Nord. Donc c'est un enseignement un peu, sur le papier, ça se voit un peu d'excellence, entre guillemets, un peu élitiste. C'est piloté par la EFE aussi, voilà. Mais c'est surtout, en fait, c'est juste 587 filières, c'est pas grand-chose, ça peut paraître gros, on se dit, tiens, il y en a presque autant que les lycées, mais en fait, c'est pas grand-chose, parce qu'il s'agit d'endroits où on va enseigner une matière, qui n'est pas le français, donc en français, et à côté de ça, on va faire un enseignement renforcé du français. Voilà. Vous m'entendez toujours? Je vous entends, j'ai plus de son. Ouais, c'est bon. On t'entend très bien, et moi, je t'ai pas coupé la parole. d'accord. Donc moi, ce que je voulais vraiment aussi Oui, insister, maintenant. c'est que ça, c'est très différent de l'enseignement du français. L'enseignement du français, qu'est-ce que c'est? C'est l'apprentissage du français, de la langue française. Et ça, faut retourner à l'Observatoire international de la francophonie qui nous donne les chiffres. Et il faut savoir que le français, c'est quand même la deuxième langue la plus apprise dans le monde. Ça, on le sait plus ou moins, on s'en doute, notamment à cause de l'Afrique. On en reparlera avec Djibouti. Mais qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Techniquement, ça veut dire que pour le français langue étrangère, hein, uniquement, c'est 51 millions d'individus. Et quand on parle d'enseignement du français, on parle parfois de 200, 120, 200 millions. Il y a des chiffres un peu des fois très très hauts. Mais en tout cas, quand on regarde les chiffres précis du français langue étrangère, c'est 51 millions. Voilà. Et ceux qui suivent un enseignement partiel ou total dans la langue, hein, donc les filières bilingues qu'on a vues, c'est 93 millions de personnes. Voilà. À l'intérieur de ça, et je vais juste terminer là-dessus, c'est que les alliances françaises que nous, on connaît souvent, les alliances françaises, les instituts français, si on regarde vraiment les chiffres de manière large, c'est à peine 1 million d'apprenants. Donc voilà, donc enseignement français à l'étranger, hein, ce que je vous parlais au tout début. Donc les alliances et les instituts, c'est en fait 2% des apprenants du français langue étrangère, hein, donc dans l'enseignement de l'apprentissage du français. Et les établissements à enseignement français, donc lycée français et filière bilingue, dont je vous ai parlé, c'est 0,5% des apprenants en français. Donc, en fait, ce qu'on nous met toujours comme drapeau pilote, les lycées français, les instituts, les alliances, il faut savoir que c'est peanuts dans l'enseignement et dans l'enseignement en français et dans l'enseignement du français. Voilà, on ne représente vraiment pas grand-chose. Ça, je pense qu'il faut vraiment le garder à l'idée parce que nous, Français, on a souvent cette image que la Français pilote l'enseignement francophone. En fait, c'est faux. Hein. On ne pilote rien du tout. On est une goutte d'eau. Et moi, je voulais terminer par parler toujours dans l'apprentissage du français par un dispositif que là, pour le coup, les ambassades essaient de mettre en avant en ce moment, qui est le dispositif français langue maternelle, que nous, on appelle FLAM. Alors là, on a un acronyme qui est joli, donc c'est assez agréable. Et ça, c'est un dispositif qui est lui aussi assez nouveau, qui est en plein développement et qui vient soutenir des associations cette fois-ci, qui vont proposer à l'étranger des activités autour de la pratique du français, voilà, en tant que langue maternelle. Hein, ça veut dire qu'il faut que ce soit des enfants français qui aient la nationalité. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on voulait parler, nous, dans le groupe éducation, où on voudrait vraiment parler des binationaux et de comment ils peuvent apprendre la langue française. Ben voilà, il y a un dispositif qui existe, la France elle a ce dispositif. C'est dans un contexte extrascolaire, ça s'adresse à des enfants qui ont la nationalité française et qui sont non scolarisés dans un établissement d'enseignement français. Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent apprendre quand même le français à côté, ils peuvent être dans un établissement public du pays dans lequel ils sont, et puis avoir le droit à ce dispositif FLAM, qui, je pense, va falloir qu'on essaye vraiment de le mettre en avant,
Je pense avec la LFI et NUPES Monde, c'est vraiment un dispositif qu'il va falloir qu'on essaie de booster. Ça et le label France Éducation, qui est quand même une très grosse opportunité de développement, puisque ça permettrait d'ouvrir des filières bilingues qui redonneraient peut-être accès aux enfants binationaux à un enseignement en français, et non pas qu'un enseignement du français. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je pense. C'est déjà pas mal. C'est une définition assez claire et assez large. Est-ce que ma collègue Hélène ou mon collègue Jean-Charles veut apporter peut-être un éclairage supplémentaire à cette définition partagée de cet enseignement et de rompre du coup avec cette logique qui Mais est moi, à je vais prendre la l'international? suite. Ouais, Je je pense t'en que prie je vais Hélène. prendre la suite de Sur Romain, les donc qui s'est un exactement. peu concentré sur l'enseignement du français à l'étranger. Donc moi, j'ai un peu plus parlé de l'enseignement français à l'étranger, en me concentrant un petit peu plus sur l'AEFE, donc l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et donc, bon, ma mission était de me concentrer un petit peu sur les chiffres. Est-ce que je peux partager peut-être, je vais préparer un petit document. Fais une tentative, Ou, vas-y. ok, Ou sinon, tu peux prendre le lien et le mettre peut-être. une fenêtre. Essayer de le Hop là. partager, ouais. Je partage une fenêtre. Vas-y. Je ne sais pas ce que vous Super, voyez là. je l'ai reçu. Je t'en prie. Fantastique, je te vois. Tu peux la mettre en plein écran, du coup, ta fenêtre. D'accord. Voilà, donc moi, Super. là vous voyez le titre enseignement français à l'étranger. On voit tout. Nickel. Ouais, on De voit quoi tout. parle-t-on? Ok, donc l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Contrairement au dispositif FLAM qui soutient des associations, là ici on est dans une agence, donc un opérateur public, l'AEFE, qui est sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc les missions de l'AEFE, elles sont définies dans le Code de l'éducation. Alors ici, j'ai toutes les missions, elles sont au nombre de 10, les principales étant d'assurer en faveur des enfants français établis hors de France les missions de service public relatives à l'éducation. Donc là, on parle bien de l'enseignement primaire et secondaire pour les Français qui résident à l'étranger. Et puis le deuxième objectif principal est de contribuer notamment par l'accueil d'élèves étrangers au rayonnement de la langue et de la culture française. Ensuite, il y a donc un certain nombre d'autres objectifs relatifs notamment aux bourses et à l'accès à l'éducation, à la formation des personnels donc dans les établissements, les différents types d'établissements. Je vais revenir sur les différents types après. Et ensuite, l'appui aussi aux établissements qui se situent donc, dans les différents pays. Donc, le réseau d'enseignement français à l'étranger en 2022, c'est, comme l'a dit Romain, 566 établissements scolaires dans 138 pays. Et donc, il y a à peu près 390 000 élèves. Et sur ces 390 000 élèves, on a 40% de Français. Hélène, attends. Oui. Je t'arrête une minute parce qu'en fait, on ne voit que ton écran principal. Je pense qu'on ne voit pas l'écran de présentation. Ouais, et du coup, on est bloqué sur la première slide. Ah, d'accord, alors je ressors. Ah mince, tout est parti là. Ouais, tout est parti. Tu le ramènes, en fait, tu avais juste à en fait, à je vais continuer. partager tout mon écran plutôt que la fenêtre, je pense. Écran Ouais, complet. je pense. Ouais, puis on arrivera à lire. Ce sera plus simple. Ah, c'est bon, Donc, il est je déjà recommence revenu. à partir du Voilà, début. vas-y. Eh ben voilà, défile c'était bon. Ouais, c'est bon, ça défile, c'est nickel. Ah, c'est parfait. Voilà, donc normalement, vous voyez tous les objectifs de l'AEFE qui étaient ici. Donc, c'est dans le Code de l'éducation. Et donc, je disais en premier, donc assurer en faveur des enfants français établis hors de France les missions de service public. Et le troisième objectif qui est donc de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture française, et notamment par l'accueil des élèves étrangers. Je ne vais pas revenir du coup sur le détail, même s'il n'y avait pas le texte, on peut le retrouver dans le Code de l'éducation. Donc ensuite, le réseau d'enseignement français à l'étranger, donc, qui est piloté par l'agence, par l'AEFE, par cette agence publique. Ça représente 566 établissements, alors qu'ils ne sont pas tous des établissements publics. Je vais revenir sur la distinction entre ces différents établissements après. Donc, il y a 390 000 élèves scolarisés dans le réseau. On a 40% qui sont des élèves français et 60% d'autres nationalités. On parle souvent d'un objectif fixé par Emmanuel Macron en 2018 sur le doublement des objectifs. Donc, j'ai rappelé ici de quoi il s'agissait. Donc, l'idée, c'est d'arriver en 2030 à accueillir 700 000 élèves.
sachant qu'on est aujourd'hui à 390 000 élèves, on était à 350 000 en 2018, donc on augmente progressivement, mais cet objectif sera difficile d'atteindre, d'autant que le problème, c'est qu'on n'a pas de doublement des moyens pour un doublement des objectifs de scolarisation. Donc, on s'oriente vers un accroissement de la privatisation de l'enseignement français à l'étranger. Voilà. Donc, sur le détail des types d'établissements qui font partie du réseau AEFE, on a 3 niveaux d'intégration. En fait, on a les établissements en gestion directe, qu'on appelle communément les EGD. Donc, il y a 68 établissements de ce type. Donc là, c'est comme des services déconcentrés de l'AEFE. Donc, ça appartient à l'AEFE. Le budget, il est directement intégré à celui de l'AEFE. Donc, c'est des établissements publics français. Ensuite, on a 162 établissements conventionnés. Donc, ça, c'est le niveau un petit peu inférieur d'intégration au sein de l'AEFE. Ces établissements donc, sont des établissements de droit privé, donc de fait, c'est des établissements étrangers de droit privé, mais qui signent une convention de partenariat avec l'AEFE. Dans cette convention, donc, il y a notamment le respect des programmes français, mais il y a d'autres choses en matière de gestion, par exemple, gestion du personnel, d'autres critères. Et ces établissements-là reçoivent aussi des subventions, ils reçoivent des enseignants titulaires de l'éducation nationale qui sont détachés dans ces établissements. C'est la différence principale avec ensuite les établissements partenaires qui, eux, sont donc des établissements de droit privé. Il y a des fondations, des associations. Et eux, ils ne reçoivent pas directement d'enseignants détachés. Donc, ils sont aussi homologués, donc ils respectent aussi les programmes français. Mais ils ont donc les critères sont un petit peu moins, le niveau d'intégration est un peu moindre que les établissements conventionnés. Et donc en fonction des pays, on n'a pas la même répartition entre les établissements, les EGD, les conventionnés, les partenaires. Par exemple, on a vu qu'aux États-Unis, on a un très grand nombre d'établissements partenaires, donc des écoles privées, purement privées, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les écoles publiques qu'on connaît ou avec les EGD ou les établissements conventionnés. Qui n'ont pas tout le temps non plus, qui n'ont pas non plus une gestion qui s'apparente tout le temps au système public, mais en fait, en fonction des pays, on a des expériences très, très différentes. Voilà. Donc, je rappelle ici qu'il y a 8600 enseignants titulaires de l'éducation nationale qui sont détachés dans le réseau AEFE. Et donc, pour piloter tous ces réseaux, l'AEFE a créé récemment des zones de mutualisation. Donc, il y a 16 zones avec des instituts régionaux de formation, donc les IRF, dont on entend aussi beaucoup parler, qui sont censés coordonner un petit peu la formation du personnel, notamment des enseignants de tous ces établissements, de tout ce réseau, parce qu'on va vers un accroissement notamment des personnels, des enseignants en contrat local. Et donc, il faut garantir la qualité de l'éducation qui est fournie. Donc, c'est un petit peu la mission de ces instituts qui ont été créés l'année dernière, je crois, et après, donc, qui ont eu pas énormément de moyens financiers pour assurer leur mission. Donc, pas de moyens financiers supplémentaires, en tout cas, ou pas beaucoup. Au niveau du budget de l'AEFE, donc on est à 1 milliard d'euros environ, 1,1 milliard d'euros, pour à la fois les services centraux de l'AEFE et les établissements en gestion directe. Voilà. Et donc, sur ce 1,1 milliard, on a à peu près la moitié qui provient de l'État français à travers des subventions et à travers les bourses. Voilà. Donc, on est à peu près à 100 millions de bourses. On était à 96 millions en 2022. On sera à 105 millions en 2023. Voilà. Cette augmentation de 10 millions, en fait, c'est juste un rattrapage. On avait supprimé 10 millions, on les remet maintenant. Le budget de l'AEFE, donc il est... j'ai dit tout à l'heure que l'AEFE était sous tutelle du ministère des Affaires étrangères. Donc, son budget, il n'est pas rattaché à l'enseignement scolaire, qui est le plus gros budget de l'État français. Donc, ça ne fait pas partie des 82 milliards du budget de l'État français, de l'enseignement scolaire, pardon, mais ça fait partie des 3,2 milliards du budget de l'action extérieure de l'État. Voilà. Et donc, pour 2023, on a 105 millions d'euros pour les bourses et 446 millions d'euros de subventions pour 2023. Donc, en fait, c'est important de mettre en relation ce montant, donc à peu près 500 millions d'euros pour l'enseignement français à l'étranger, de le mettre en relation donc à la fois avec
le budget national de l'enseignement scolaire, c'est 82 milliards. Donc, on voit que finalement, dans les 515 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Et tout de suite, quand on le compare donc au budget de l'action extérieure, 3,2 milliards, ça a l'air important comme ça, 515 millions. Mais si on le compare en fait aux dépenses qui sont faites pour les enfants français scolarisés, enfin pour les enfants français ou étrangers d'ailleurs, scolarisés en France, le montant qui est alloué aux enfants français à l'étranger est bien inférieur. Donc, on a 390 000 enfants scolarisés dans le réseau AEFE, on disait. Ça fait à peu près 156 000 enfants français dans le réseau AEFE. Donc, si on fait une moyenne, ça fait à peu près 3 000, 3 500 euros pour chaque enfant français. Et encore, c'est une moyenne haute parce que c'est sans compter qu'il y a aussi des enfants scolarisés, des enfants étrangers. Alors, si je peux... Hop, voilà, le coût en France, juste par comparaison, on est à environ 8 000 euros en moyenne par élève de dépenses, donc 7 000 dans le premier degré et près de 10 000 dans le second degré. Voilà, donc la plupart de ces établissements sont... donc on a vu qu'il y avait des... Je vais revenir en arrière. Ouais, des établissements en gestion directe, mais après, on a 162 établissements conventionnés, 336 établissements partenaires. Et en fait, on a beaucoup d'établissements qui sont des établissements privés. Il y en a beaucoup qui fonctionnent, qui sont des écoles élitistes, avec des frais de scolarité qui sont très, très élevés. Et ce n'est pas vraiment le modèle de scolarité qu'on souhaite défendre. Ce n'est pas celui qui est le modèle républicain d'égalité d'égalité des chances. Donc, tout l'argent qui est mis dans ce système, dans le réseau AEFE, quelque part, il sert à financer, dans une certaine mesure, des établissements privés. Donc, c'est ce qui pose question, en fait, dans le fonctionnement actuel. Et donc dans le financement notamment des bourses, parce que quand on finance des bourses donc pour des élèves, par exemple aux États-Unis, ça va être plus de 20 000 euros les frais de scolarité, donc on paye 20 000 euros pour... alors 20 000 euros quand on paye 100% de la bourse, ce qui est pas souvent le cas. En tout cas, on met une somme très très importante pour des établissements privés élitistes, voilà. Alors que beaucoup d'autres enfants du coup français n'ont pas accès à ces écoles, ou alors les familles doivent payer énormément pour pouvoir accéder à cet enseignement. Donc, on a regardé un petit peu les chiffres par pays. Donc, on a rappelé quelque chose d'important, c'était Christine qui nous l'avait rappelé, que 50% des Français qui résident à l'étranger résident dans 7 pays qui sont donc la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, le Canada, l'Allemagne et l'Espagne, qui sont des pays qui ont un système public éducatif qui est fort et qui pourrait tout à fait accueillir les Français qui résident à l'étranger. D'ailleurs, quand on a donc étudié un petit peu les chiffres, donc on a regardé le nombre la part que représentaient ces pays dans le nombre de Français à l'étranger dans le monde, et puis on l'a comparé à la part que représentaient ces pays dans la part des élèves français sur les élèves français dans le réseau AEFE dans le monde. Et là, on constate que donc, dans ces 7 pays, ça représente 50%, 51% des Français dans le monde, mais seulement 19% des élèves français dans le monde. C'est-à-dire que les Français qui résident dans ces pays, souvent, ils inscrivent en fait leurs enfants dans le réseau local, public ou privé, mais en tout cas, ils font leur choix, mais en tout cas dans le réseau public local. Donc, on se demande, est-ce que c'est finalement si pertinent dans ces pays-là de financer des écoles privées qui sont donc parallèles et qui viennent concurrencer le système public de ces pays-là. Est-ce que c'est pertinent donc, de financer ces écoles privées pour les Français à l'étranger? Notamment en Suisse, au Canada, on va avoir en Belgique des établissements en français, donc francophones. Voilà. Donc, Romain rappelait tout à l'heure le dispositif du label France Éducation. Ce dispositif, il labellise 523 établissements dans le monde, et notamment des établissements publics. Par exemple, en Australie et aux États-Unis, il y a des filières francophones dans les écoles publiques qui sont reconnues par ce label, donc ce label France Éducation qui est à la fois décerné par le ministère des Affaires étrangères et par le ministère de l'Éducation nationale français. Et donc, est-ce que finalement, ce ne serait pas plus intéressant de favoriser, d'encourager ces programmes francophones
dans le réseau public, donc avec un moindre investissement pour la France, avec un co-investissement, finalement un cofinancement avec le pays d'accueil. Oupla, voilà, donc encore faut-il que, c'est facile à faire dans des pays, par exemple, anglophones. Il y a des pays où ce serait plus compliqué, donc après, ça, c'est une évaluation de chaque pays à avoir. On a une petite intervention familiale, je crois. Désolée. C'est pas grave. Il y a une question derrière toi. Ok. Hop, je reprends. Bien... Voilà, pardon. Vas-y, tu peux terminer. Voilà, donc ensuite, donc, l'autre dispositif qui est complémentaire, c'est le réseau Flamme. Donc là, c'est des associations, donc, comme le rappelait Romain. Donc c'est le français langue maternelle. Voilà, donc pour des élèves qui sont scolarisés dans le système local et qui, donc pour préserver la langue française, en fait, leur lien avec la langue française, ils peuvent, via ces associations, accéder à des activités, à des programmes éducatifs pour apprendre le français. Et d'ailleurs, donc, ce réseau Flamme, je regardais là en préparant les chiffres tout à l'heure, que 50% des associations de ce réseau se situent au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Donc on voit bien là où on a beaucoup de Français de l'étranger qui sont scolarisés dans le réseau local, dans le système éducatif local, et qui bénéficient de ce réseau Flamme, mais qui a besoin de financement supplémentaire et d'un développement peut-être plus ambitieux au niveau du Flamme. 3 pays où il y a aussi un très fort enseignement du français. Ce qui est le même cas pour les chiffres que tu as présentés. Les pays que tu as présentés, ils ont tous des structures publiques où le français est enseigné au niveau secondaire. Alors, voilà. Et ensuite, au niveau des bourses, bon, je ne sais pas si c'est très, très intéressant, mais voilà, j'avais retrouvé la répartition géographique des bourses en 2021 et on voyait en tout cas que le coût moyen en fonction de la région n'est pas du tout le même. En Amérique du Nord, par exemple, le coût moyen donc, des bourses, hein, pas les frais de scolarité, mais parce que souvent en Amérique du Nord, d'ailleurs, Christine nous en parlait, les bourses ne couvrent pas 100% de la scolarité. Donc, en tout cas, le coût moyen, par exemple, va de 11 000 en Amérique du Nord à 3 200 dans le Maghreb et Afrique du Nord. Voilà, ça donne un petit aperçu, donc à la fois du coût qui est dépensé, du nombre de personnes qu'on peut financer dans les différentes régions. Voilà, donc ça, c'est un document que j'avais trouvé sur le site de la CFDT. C'est tout pour moi pour les chiffres. Eh ben, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour cette brillante et longue intervention chiffrée de par le monde. Ce qui nous met bien sûr, ce qui nous amène tout doucement vers la suite de l'émission et qui nous fait parler aussi du livret des Français de l'étranger que nous avons eu du coup lors des élections présidentielles et des élections législatives. Et j'en reviens avec Jean-Charles du coup qui va pouvoir un petit peu globaliser ou questionner en fait ce qui en est de cette définition de l'enseignement et comment on peut y rompre ou comment on ne peut pas finalement ne pas rompre avec ce système qui gangrène un petit peu là où le français est déjà bien installé, comme le disait Hélène, en Suisse et au Canada, au Québec, aussi aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Charles, au final de ce système d'enseignement? Je ne vais pas garder le suspense longtemps. Très longtemps. Vous imaginez bien qu'au niveau de la NUPES, le programme, le projet de rupture de la société fait qu'effectivement, on doit être en mesure de proposer une alternative, aussi bien au niveau de l'enseignement, mais de manière plus globale sur les relations diplomatiques qu'on peut avoir avec les pays dans lesquels on a une présence du type enseignement, quels que ce soit des établissements ou des instituts de formation. Et après les présentations et les définitions qui nous ont été données, on voit bien que c'est pas un problème de financement. C'est pas quand on propose par exemple la prise en charge totale et complète des frais de scolarité des enfants français à l'étranger, on se rend bien compte que c'est pas un problème financier, c'est vraiment un problème de choix politique, de comment on redistribue
les moyens financiers. Voilà, donc c'est pas tant en fait le manque de moyens. Quoique, nous, notre projet, il prévoit effectivement non pas le doublement des établissements juste pour dire qu'on est plus présent, parce que si c'est des établissements privés, je ne vois pas quel est l'intérêt politique que pourrait avoir un gouvernement NUPES à développer ce genre de choses. Donc, on se met en dehors des objectifs que s'est fixé Macron. Les objectifs de Macron, c'est les siens. Je pense que nous, on doit en avoir d'autres. Et voilà, c'est sur les grands principes, c'est l'égalité d'accès. Donc, chaque Français, quel que soit son lieu de résidence, chaque jeune Français doit pouvoir accéder à un établissement quand il y en a ou à une formation gratuite. Et notre projet, il prévoit la scolarisation de 3 à 18 ans. Donc, en plus, on élargit. Hein, voilà. Donc, et concrètement, ça passe par la suppression, à mon avis. Hein. Après, je sais que ça fait débat, mais à mon avis, ça passe par la suppression du système de bourse qui ne fait que on remet une pièce dans le système privé, on encourage le clientélisme et on voit les problèmes concrets au quotidien que ça peut donner, ça oblige les familles, l'obtention d'une bourse ou l'attente d'une bourse. C'est que quand on est sujet à une attente de bourse, on évite de critiquer les dysfonctionnements qu'on peut rencontrer dans un établissement ou dans un institut de formation en espérant, en se disant, bon, je ne dis trop rien parce que à la fin de l'année, ou en tout cas, je dois attendre gentiment en étant soumis le montant de ma bourse, qui de toute façon, il n'y a pas qu'aux États-Unis, hein, quand la bourse est même de 100%, moi je prends l'exemple concret de celui que je connais en Colombie, même à 100%, en fait, tu payes quand même, parce qu'entre-temps, les prix ont augmenté, parce qu'il reste toujours les frais de transport exorbitants, les frais de cantine. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui restent à la charge des familles et qui, en dehors d'une catégorie privilégiée avec des revenus conséquents qui peuvent se permettre de payer ces frais de scolarité, ou qui peuvent même éventuellement se dispenser de bourse, pour beaucoup de familles, ça rend impossible l'inscription dans un établissement s'il existe. Et donc, Peut-être peux-tu expliquer comment on obtient une bourse et quels sont les critères à l'international? Est-ce qu'ils sont si différents d'une bourse qu'il y a en France? Les critères, ils sont théoriquement les mêmes partout. Donc, c'est en fonction des revenus, c'est en fonction de la situation de la famille, c'est en fonction de la situation du pays dans lequel tu es, parce qu'effectivement, le coût de la vie à New York et à Medellín ou à Cali ou à Bogota n'est pas le même. Avec le même salaire, on ne fait pas la même chose. Voilà. Mais c'est surtout, en fait, la pression qui est mise sur les familles, parce qu'il y a beaucoup de papiers, de documents. Moi, j'ai les cheveux courts, c'est pas parce que je suis allé chez le coiffeur, c'est parce qu'on s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux à remplir des dossiers de bourse. Il y a toujours ce petit papier qui manque. Là, on vous a demandé votre radiation de la CAF, mais comme ça fait 6-7 ans que vous n'êtes plus en France, la CAF en France, ils ne vous connaissent plus. Donc, obtenir des papiers, c'est voilà. Et une chose, c'est importante aussi, qui est concrètement, la première année, quand on arrive à l'étranger, famille française, de toute façon, on n'a pas de bourse. On doit payer plein pot parce qu'on considère que tes revenus de l'année précédente étaient en euros en France, donc il n'y a pas, c'est voilà, c'est 100%. Donc, encore une fois, je prends l'exemple de la Colombie, celui que je connais. Donc, en arrivant, quand tu es obligé d'aligner un chèque de 5 000 euros, bah,
moi, je n'avais pas l'habitude de signer des chèques de 5 000 € toutes les semaines avant d'arriver ici. Donc, vous pouvez comprendre que obligé de passer un coup de téléphone au banquier pour prévenir tout. Et après, bon, voilà. Ça rend très compliqué, hein, ça rend très compliqué l'inscription. Voilà. Et une fois qu'on y est, eh ben, encore une fois, je prends mon cas, membre d'un conseil d'établissement. euh, les instances de direction connaissent la liste des boursiers. Et comme dans les commissions, les chefs d'établissement siègent dans les commissions d'attribution de bourse, bah vous m'aurez vite compris, il vaut mieux être complaisant et un peu soumis au desiderata d'un chef d'établissement. Parce que si on a le malheur d'être insoumis, Effectivement, ça coince vite. ça peut Ça créer des coince vite. problèmes de s'opposer Voilà. effectivement au système local qui n'est pas français. Peut-être que ça va Alors faire après, oui, réagir Romain parce que je voyais les différentes propositions du livret des Français de l'étranger, favoriser le recrutement des titulaires et ça aussi. résidentialiser les titulaires non résidents, c'est-à-dire accorder un statut de fonctionnaire, déconventionner et arrêter les subventions de l'Agence français de l'étranger, cesser la fermeture des centres culturels et renforcer les structures existantes, diffusion du français, les instituts français, les alliances, les assemblées de parlementaires de francophonie. Comment ça se passe de l'autre côté du monde, la partie asiatique? Parce que je sais qu'ils donnent de moins en moins de moyens, notamment au corps diplomatique et à l'enseignement. Alors, moi, je peux pas vraiment parler de l'AEFE parce que moi, je vais être très honnête. Déjà, je vais abonder dans le sens de ce qu'explique Jean-Charles. Moi, quand j'ai été chercher sur la définition, c'est écrit quand même noir sur blanc sur la première page de l'AEFE qui explique très bien que l'AEFE, c'est un levier d'influence de la France. Voilà. Donc, l'éducation là-dedans, comme l'explique Jean-Charles, c'est très secondaire. L'important, c'est de former des élites dans les pays pour avoir une tête de pont dans les capitales, parce que tous les lycées français sont dans des capitales. Voilà. Donc après, sur le livret, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une volonté, et je pense qui est partagée là, par toute la NUPES, j'espère, mais qui n'est pas souvent évoquée, qui est de simplifier tout ça. Là. Hélène, elle nous a montré, c'est quand même très compliqué. Vous voyez, par exemple, si j'en reviens à la formation des professeurs, par exemple. Alors voilà, on a décidé de créer des centres de formation. Ça, c'est très bien. Nous, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a déjà un organisme qui est piloté aussi par le ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle France Éducation Internationale, et qui est chargé de la formation de France Éducation internationale est chargé de la formation aussi le CREF, qui est le centre des centres de formation de par la planète pour les professeurs. Et plutôt que d'aller essayer de faire de tous ces systèmes, de les rationaliser, on va essayer d'en créer plein, toujours avec un budget réduit ou le même. Voilà, en gros, à même budget, on va essayer d'augmenter la structure. Et ça ne peut pas fonctionner leur affaire. Et ça crée des statuts, notamment au niveau des enseignants. Aujourd'hui, on le voit bien quand même, entre les titulaires et les locaux, eh bien, on a des statuts complètement différents. Et ça fait même que vous avez des gens dans l'établissement à Bangkok, pour en connaître des deux côtés, qui ont même des modes de vie différents, en fait, parce qu'ils ne vivent pas la même chose. Il y en a un qui est expatrié dans le pays et qui est là en local, et puis l'autre qui est envoyé par l'éducation nationale et puis qui peut être appelé. Enfin, ça donne des choses un peu bizarres à l'intérieur même de ces établissements. Et puis, énormément. Ouais, voilà. Et donc, ça donne aussi une espèce par ce système de bourse, une espèce d'hétérogénéité. On a vu aussi qu'Hélène a présenté, vous avez vu les statuts différents. En fait, il y a l'AEFE pilote tout ça, mais vous vous retrouvez avec des statuts vraiment très différents. Et il y a une chose qui était importante, je crois que Jean-Charles voulait en parler aussi, et aussi c'était cette histoire d'enseignement public. Moi, j'avais posé la question de dire, on veut défendre, parce que globalement, voilà, on voudrait défendre un enseignement public quand même. Mais cet enseignement public à l'étranger, c'est parce qu'on voit que par les statuts
par les statuts, on est souvent obligé de passer par des lycées privés. Hein. Est-ce que dans les pays dans lesquels on est, aussi France Éducation, parce qu'au final, la France, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a tous les outils. Si vous écoutez ce qu'on vient de présenter, vous voyez, on se dit, il y a un peu tout en fait. Voilà. Mais on voit que ces outils, ils ont été créés, ils ne sont pas forcément très rationalisés. Ils sont fonctionnels, ils fonctionnent, hein, mais pour une classe spécifique, voilà, qui a les moyens, qui peut se payer le lycée français, en gros. Pour les autres, dispositif Flamme, c'est formidable, mais ça restera globalement quand même un dispositif. Alors, le dispositif Flamme, on pourrait l'utiliser pour aller raccrocher les binationaux qui n'ont plus de contact avec la langue française. Ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on mette en avant plus dans le livret, je pense, dans le futur. C'est parce qu'on a énormément de binationaux qui n'ont plus de contact avec la langue française. Et on en aura de plus en plus parce que les expatriés sont de plus en plus éparpillés. Voilà. Et ils vont être dans de plus en plus de pays différents et de plus en plus éparpillés quand on regarde l'évolution un peu. Effectivement, ouais, donc du coup, on est toujours dans un système ultra privé, ultra élitiste. Et ceux qui ont les moyens peuvent vraiment accéder aux meilleurs professeurs, aux meilleurs endroits, aux meilleurs, une meilleure situation. Peut-être que Hélène, avec l'ensemble des chiffres que tu nous as donnés, peux-tu nous décrire un petit peu ta situation, toi, de ce qui se passe en Afrique et notamment à Djibouti? Alors à Djibouti, il y a deux établissements en fait qui sont donc, homologués par la UFE. Il y en a un qui est conventionné et un qui est homologué. Euh, voilà. Après, je n'entrerai pas forcément dans les détails de mon expérience personnelle. Mhm. Voilà, je vais parler de l'Afrique en général, mais en tout cas euh, pour les Français, donc on parlait des Français expatriés, par exemple, euh, pour qui ce système fonctionne à peu près, parce que ceux qui sont expatriés, qui travaillent dans des grosses boîtes, par exemple, ou qui travaillent pour le gouvernement français, alors soit que ce soit les militaires, par exemple, à Djibouti, il y a beaucoup de militaires français qui sont ici en famille, qui reçoivent donc des prestations familiales qui permettent de couvrir les frais, donc au moins au niveau du primaire. Du coup, il y a quand même de l'argent public en fait qui finance. Donc là, ces personnes-là ne demandent pas de bourse, mais finalement, il y a l'argent public qui vient payer leur scolarité à eux aussi, à tous ces enfants de militaires. C'est l'armée qui va payer. Tous ceux qui sont employés du ministère des Affaires étrangères, enfin, qui sont les diplomates, tout ça, ou les personnes envoyées ici, en général, l'employeur, donc le MAE, va payer aussi la scolarité de tous ceux qui sont dans des grosses entreprises en Afrique, chez Total. Voilà, c'est pareil, la grosse entreprise va payer. Après, la question, c'est pour tous ceux qui sont en contrat local. Et en fait, il y en a beaucoup, et notamment dans notre circonscription ici en Afrique, il y a beaucoup de Français qui sont ici en contrat local et qui n'ont pas forcément accès à ce financement-là de l'école. Donc, notre idée, c'était donc dans les pays où il y a une structure publique, un système éducatif public qui le permet, ce serait plutôt de sortir un petit peu de ce réseau privé qui est financé par la UFE et au contraire renforcer, donc notamment dans les pays d'Afrique où il n'y a pas d'équivalent dans le système public, renforcer l'accès, dans ce cas, aux écoles du réseau AEFE. Je ne vais pas parler juste de lycée français, mais voilà, après avoir si c'est les conventionnés, les partenaires. Voilà, mais du coup, on a après par exemple, pour des militaires ici, donc, finalement, la scolarité est prise en charge à travers l'armée, mais ils ont quand même l'impression que c'est eux qui payent, et donc du coup, c'est un système d'école privée et qui peuvent demander plus, choisir tel enseignant pour mon enfant, tout ça. Enfin voilà, parfois, on a quelques dérives vers un système privé. Ensuite, on a des situations qui sont très différentes en fonction des pays. Au Kenya, les frais de scolarité, par exemple, sont très, très élevés et c'est encore plus difficile d'accès. Ici, à Djibouti, on a, par exemple, dans l'école où j'enseigne, on a 50% des enseignants qui sont titulaires de l'éducation nationale. Donc, on a quand même une prise en charge certaine de la part de l'État français.
Voilà, je sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Ça répond assez largement à ma question. Et moi, ce que je pensais aussi, c'est le gouvernement français doit, à mon avis, investir dans le cadre de ses intérêts socio-économiques dans les pays qui l'intéressent vraiment. La Suisse, les États-Unis, et beaucoup moins, peut-être en direction des endroits un peu plus reculés. Oui, au-delà de la Thaïlande, mais bon, moi, c'est ce que m'évoquent un petit peu tes chiffres en parenthèse, puisqu'on voyait Canada, Québec, États-Unis, Suisse en premier. Puis après, tout en bas, tu avais les pays qui l'intéressaient un petit peu moins. Peut-être parce qu'il y a un peu moins Ouais, d'entreprises même si tu as Oui, quelques tout à Français fait. expats là-bas par intérêt personnel ou professionnel, ils vont pas s'embêter à développer un enseignement performant et ils vont se concentrer sur peut-être une association, une AFE qui de temps en temps donne une bourse ou deux, et encore que, sous réserve de l'avoir, si c'est des roupies ou une monnaie sauf que complètement dévaluée, quoi. Après, mon classement des pays, là, enfin, quand celui des 25, les 25 pays, c'était les plus peuplés de Français de l'étranger. Et le C'est à classement peu près était ça, voilà, ouais. voilà, en fonction de la population, Hmm. enfin, du plus de Français, de Français qui résident. C'est pas en Ouais. fonction de l'investissement de la Non, non, France j'avais en bien matière compris, d'éducation. c'était les Parce qu'après, Français on qui se retrouve habitaient avec dans des les pays, pays. par exemple, au Maroc, par exemple, on a énormément d'écoles dans le réseau AEFE et beaucoup d'élèves français, enfin, proportionnellement par rapport au nombre de Français dans le monde, on a d'élèves français, par exemple, dans le système au Maroc, dans le système AEFE. Hmm. Enfin, voilà, quand on Et a étudié les chiffres, il y a des pays comme ça, le Liban aussi, où il y a énormément d'établissements, mais c'est vraiment impressionnant, Et d'établissements ça du et réseau AEFE. s'appuyer sur le service effectivement public dans les pays ben, pour aller européens. dans ce sens-là, On a des exemples concrets qui fonctionnent déjà. Je sais, à Strasbourg, il y a une école publique internationale où la base, c'est en français, mais les Italiens, les Espagnols, enfin le gouvernement italien, le gouvernement espagnol, le gouvernement allemand, et même maintenant les Polonais, les Turcs et les Russes, parce que Strasbourg, c'est le siège du Parlement européen, ils investissent avec un ou deux professeurs dans ces écoles-là, aussi bien au niveau maternel que primaire, pour permettre à leur jeunesse d'avoir un lien avec la langue maternelle. Et eux, ils s'appuient sur le service public d'éducation en France. Donc, nous, on pourrait tout à fait faire ça dans les pays où l'éducation publique est développée, et comme la liste que tu nous as donnée en début d'émission, ça ne poserait aucun problème. Simplement, 2 heures de négociation avec chaque pays concerné et la volonté politique de prendre cette direction-là. Et oui, dans les pays où il y a le service public d'éducation est pas, est, comment dirais-je, est moins développé ou plus défaillant, avec les établissements conventionnés, une convention, c'est un contrat de partenariat qui est signé entre le gouvernement français et les établissements privés. Si c'est le gouvernement qui négocie, moi, je vous mets ma main au feu qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements privés qui refuseront l'accès entièrement gratuit et pris en charge des jeunes Français parce que la marque France, elle fait vendre. C'est ça aussi. Quand à l'étranger, vous ouvrez un lycée français, bah, ça fait vendre parce que on est à l'étranger encore dans la France, le pays des droits de l'homme, la liberté, la formation des enseignants qui est de qualité. Donc, ça permettra à mon enfant d'avoir une bonne éducation et quand il sera en âge d'aller à l'université, d'avoir un bagage supérieur à la moyenne du pays. Donc, c'est intéressant aussi pour les étrangers d'aller dans des établissements français. Et suffit de négocier avec eux au moment de la signature de la convention. Donc, on voit que c'est pas compliqué. Encore faut-il le vouloir et ne pas réserver
les établissements français à l'étranger, comme le disait Romain, à une élite. Oui, c'est à une petite caste, parce qu'il faut appeler ça, faut utiliser les mots, c'est une caste, une élite qui fait de l'entre-soi. Et effectivement, au sein même de l'établissement, il y a les statuts des enseignants aussi qui est très, très, très problématique. Parce que pour le même travail, pour le même nombre d'heures, les salaires varient de 1 à 3, voire 3,5, voire 4, même quand le taux de change est défavorable. C'est, donc, effectivement, il faut aussi, nous, quand on sera au gouvernement, parce que moi, je me place toujours dans le fait, notre objectif, c'est de gouverner le pays, hein, pour pouvoir changer les choses, pas simplement être dans le discours, mais il faut se donner les moyens d'arriver au gouvernement, donc de gagner des élections. Voilà. Parce que moi, on me demande souvent, mais comment tu veux mettre ça en place? Je dis, par des élections. Par exemple, le mois prochain, faut aller voter pour le bon député et pas simplement pour la copine qui soutient Macron, juste parce qu'elle a pris une photo. Voilà. On arrive sur les perspective l'objectif politique. On arrive sur les 20 dernières minutes, du coup le temps passe très vite et effectivement avoir plusieurs intervenants demande plusieurs temps de parole. Effectivement, une question était posée, où peut-on avoir toutes ces données? Je pense que c'était la question était donnée à Hélène. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations? De manière générale d'ailleurs aussi, les amis. Ouais, alors toutes ces informations, on les a compilées au sein du groupe, ça a pris pas mal de temps. Elles sont disponibles sur le site de l'ABFE. Donc en fait sur le site de l'ABFE, on peut aller voir par pays les établissements. Donc après, il faut aller cliquer sur chaque établissement pour voir combien d'élèves sont scolarisés dans cet établissement, combien d'élèves français, combien d'élèves étrangers. Mais du coup, tous ces chiffres viennent de l'ABFE. Après, sur le nombre de Français résidant dans les pays, là, on a pris sur le rapport du gouvernement sur la situation des Français de l'étranger de 2022. Voilà, c'est les deux principales sources, c'est ça. Ensuite, sur les bourses, je l'avais dit tout à l'heure, c'était la CFDT qui avait publié les chiffres par région. Mais sinon, c'est sur le site de l'AEFE, sauf que l'information est dispersée, c'est très difficile. Enfin voilà, ça prend du temps de collecter tout ça. Et effectivement... Alors pour ma part... Vas-y, Romain, je t'en prie. Pour ma part, puisqu'il y a aussi l'enseignement du français, donc je disais pour ma part, c'est l'Observatoire international de la francophonie, parce qu'on a la chance de faire partie de cette structure. Et pour le coup, autant l'AEFE, je suis bien d'accord pour avoir fait moi aussi merci. C'est vraiment la merde pour savoir qui fait quoi. Moi, je vais vous le dire clairement, l'AEFE, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je n'ai jamais rencontré une seule personne en 10 ans d'enseignement du français de l'AEFE. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. C'est juste des noms, on ne sait pas. Ils n'existent pas. L'OIF, par contre, on a des organigrammes, on a tout. On a chaque année, là, 2022, on a le rapport de l'Observatoire international de la francophonie sur l'enseignement du français dans l'international. Et vous avez tous les chiffres. Et par exemple, tu vois, je peux revenir sur un chiffre en rapport avec l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un peu une petite anomalie au niveau de la langue française. Il y a deux pays qui sont des anomalies, enfin il y a deux pays, il y a un continent et un pays qui sont une anomalie. Vous avez l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est 76% des apprenants en français, donc, voilà, des élèves qui apprennent dans la langue française, leur cursus en français, c'est 76% de ces gens-là dans le monde. C'est énorme, quoi. Par contre, le français langue étrangère en Afrique, c'est une toute petite partie, c'est un quart, c'est 25%. Et à côté de ça, vous avez les États-Unis où l'apprenant en français, la personne qui va apprendre dans un programme français, c'est pas négligeable, c'est quand même 17%. Enfin, l'Amérique caraïbe, pardon, c'est pas du tout 17%, c'est l'Europe, ça. L'Amérique, c'est 2%. Et par contre, au niveau du français langue étrangère, c'est près du triple, je crois, c'est 9%. Voilà. Donc le français est très très enseigné là-bas. Donc voilà. Et donc, moi, je recommande chaque année de bien lire le rapport de la francophonie de l'OIF, parce que ça permet de relativiser et puis ça permet d'éviter d'avoir des élus qui viennent nous expliquer que la francophonie dans le pays, c'est le lycée français de la capitale. Non, c'est plus compliqué que ça.
Et j'en profitais aussi, il y avait la question qui nous était rapportée, quel est l'objectif à atteindre de la formation des AEFE? On a parlé d'égalité des chances, mais la scolarité AEFE nous revient cher. Enseignement Égalité des détaché, droits. doit-il s'aligner, bien travailler à sa manière? N'a-t-on pas le droit de rapporter des défaillances de l'enseignement? Retourner en France, c'est trop difficile de louer un appartement. Qui Un peut petit répondre à point cette juste. question? Alors, juste, moi, à Charles. mon sens, ouais, parlons plutôt d'égalité des droits, parce que l'égalité des chances, on a tous la même chance. Quand on lance un dé, on a tous la même chance de faire un 6. Donc, parlons plutôt d'égalité des droits quand on est. Voilà. Après, c'est juste petite précision en termes de vocabulaire, mais qui me semble important quand on est à la NUPES. Et en fait, j'ai pas entendu la première. La question, c'était. La Quel est première question, l'objectif c'est quel est le- l'objectif à atteindre à la formation de la de la formation? formation AFE? Alors, les formations, enfin, notamment par les instituts régionaux de formation, en fait, comme on va vers une privatisation de l'enseignement français à l'étranger, on a de plus en plus de contrats locaux. Et donc, l'objectif, notamment, c'est d'assurer la qualité de l'enseignement. Donc, ces personnes qui n'ont pas passé le concours pour être professeur des écoles, par exemple, ou le CAPES de l'enseignement secondaire, ces personnes, elles reçoivent une formation quand même pour les accompagner. Donc, il y a cette formation un petit peu pour les néo-recrutés, et puis il y a la formation continue. Voilà, la formation continue pour les personnels qui soient détachés ou en contrat local. Mais la question n'était pas plutôt sur le nombre que tu nous as donné, c'était 700 000, c'est ça, d'objectifs pour 2030 de la EFE, C'est les d'apprenants? objectifs. Ah. Quel est Je sais l'objectif à pas. atteindre de la formation? Donc, je sais pas. Ouais, Moi, j'avais entendu effectivement la Enfin, formation des enseignants, donc c'est vrai, mais il me semble que de notre point de vue, c'est loin d'être idéal. bah ça, c'est un peu vague, hein, de toute manière. Enfin, Ouais. ici, on a des chiffres, on a des centres, mais tout Oui. n'est pas encore en place. Je sais pas, Hélène, si vous avez un centre à bah, Djibouti déjà? alors nous, Djibouti, notre zone, on est rattaché à l'Institut de formation de Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc ça fait assez loin. Pour l'instant, on a encore des formations. Jusqu'à présent, c'était avec l'Éthiopie, qui est juste à côté. Donc pour l'instant, il y a encore des formations avec l'Éthiopie. C'est en train de se mettre en place après tout ce système des instituts régionaux de formation, des zones de mutualisation. Mais sinon, la formation, elle était déjà en place avant. Il y a des formateurs dans chaque établissement. Mais en fait, la question justement de cette mutualisation, c'est qu'on va vers une réduction des formateurs détachés dans les établissements pour centraliser ces formations dans les instituts régionaux. Ouais, j'ai pas dit disparition, hein, on a toujours des maîtres formateurs. Voilà. Vous voyez, par exemple, pour vous dire un peu pourquoi moi je m'arrache un peu les cheveux avec cette histoire, parce que à Djibouti, ils ont signé avec l'OIF, je ne sais plus, mais il n'y a pas si longtemps que ça, pour créer un centre de formation du CREF, voilà, de formation, centre régional francophone, de formation pour les enseignants. Et alors là, on nous dit, bah, la EFE, c'est pas assez bien au final pour eux, le CREF, faut qu'on ait notre propre truc de formation. Et moi, je voulais qu'on parle d'un truc un peu, c'est les programmes. Parce qu'au final, on n'en parle pas. Là. Si on parle, nous, si on veut parler vraiment aux parents, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ça? Ils vont retenir qu'en gros, s'ils veulent que leur gamin puisse apprendre dans un système qui permette de revenir en France pour apprendre en France, il faut qu'ils aillent vers l'AEFE. S'ils veulent que leur gamin apprenne le français, ben, l'AEFE, ça va leur coûter trop cher et il faudra qu'ils se tournent vers le système public du pays dans lequel ils sont. Voilà, à l'heure actuelle, on en est là. Et moi, je voulais qu'on parle de ces histoires de programmes, quand même, parce que moi, on a un élu, alors là, de notre camp, sur la 11e, pendant les élections législatives, qui m'a sorti lors d'une table ronde. Il m'a dit, de toute manière, tous les binationaux ont vocation à rentrer en France faire leurs études. Et là, j'ai été très surpris, parce que je me suis dit, d'où ça sort? Quels sont les chiffres? D'où c'est ces réalités, quoi? On peut avoir la nationalité française et puis vouloir faire ses études dans le pays dans lequel on est né. C'était sans doute un souhait de sa part. Après, effectivement, quand on a la binationalité et qu'on est installé dans le pays, on n'a pas forcément envie de tout quitter pour aller voir l'Éden, entre guillemets.
que serait la France. Mais moi, je mets ça en lien avec les binationaux et le taux de participation aux élections, parce qu'on voit que pour les Français de l'étranger, il y a des taux d'abstention qui dépassent les 80%. Et c'est sans doute parce qu'effectivement, on a la nationalité française, mais qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de lien avec la langue, avec la pratique de la langue. Et donc, en rendant les instituts de formation, les alliances ou tout type d'établissement accessible à ces Français, parce qu'ils sont français et quelque chose. Donc 100% français et 100% brésilien ou 100% colombien. En rendant accessibles ces formations, voilà, ça leur redonnerait le goût à s'impliquer, à discuter, à parler le français, et puis au bout du compte, à aller voter. Mais je pense que à notre niveau, dans le projet, on doit effectivement permettre à tous les Français, qui soient français ou français avec une autre nationalité, d'accéder à l'apprentissage de la langue. Alors, s'il y a des établissements, parce que l'objectif familial, c'est peut-être de poursuivre des études supérieures dans les universités françaises, faut qu'ils aillent suivre un programme de l'éducation nationale, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, hein. Ça, c'est vrai. Moi, j'en connais plein ici en Colombie qui ont la nationalité française, mais qui vivent ici. Ils sont là depuis 2-3 générations, et voilà. Mais ils ne parlent pas le français parce que aller s'inscrire à l'Alliance, aller à l'Institut de formation, ou même ne serait-ce qu'inscrire un enfant au lycée français, c'est très très cher, c'est trop cher. Donc nous, voilà, on doit rendre accessible ça. Voilà. Du coup, on pourrait, moi, je vous ai posé la question un peu rhétorique parce qu'on n'a pas parlé du CNED, je ne l'ai pas mis dans mes définitions. Et du coup, je ne me souviens plus, Gauthier, si ça apparaît dans les livrets. Oui, ça apparaît. Mais de l'étranger ou de l'éducation tout court? Du CNED. Alors, pardon, j'ai pas fait la définition. CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. Voilà. Il paraissait pas pour les Français de l'étranger. C'est pour ça que j'avais pas compris, mais peut-être que j'ai pas lu dans l'enseignement général, par contre. Il doit y être. Si, pour les Français de l'étranger, je pense qu'il y avait le... Alors, je revérifie, mais... je l'ai sous les yeux. Il y avait... ouais. Pour le volet éducation. Volet éducation. Ah, autant pour moi, pas exactement. Oui, donner au Centre national d'enseignement les moyens de sa fonction d'organisme public d'enseignement à distance. C'est juste, pardon. Voilà. Mauvaise lecture. Parce que sa fonction, pour l'instant, elle n'existe pas à cause des bourses, à cause du système de bourse, parce que pour l'instant, c'est très difficile d'avoir une bourse. Alors, on peut avoir une bourse, mais il faudrait, en gros, si vous déscolarisez votre enfant du système public du pays dans lequel vous êtes. Par exemple, vous êtes en Colombie, votre gamin est dans le système public. Si vous le déscolarisez, vous le mettez sur un enseignement CNED, vous pouvez bénéficier de la bourse. Par contre, si vous décidez que votre gamin il va suivre un enseignement public, parce que l'école, c'est avant tout la socialisation, par exemple, une espèce de salle socialiste, et puis que vous voulez faire un enseignement complémentaire en français avec le CNED, eh ben, vous n'avez pas de bourse. C'est pas possible. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué, et c'est ce qu'on nous explique doctement à l'ambassade. Et ça, c'est pas possible, il faut que ça change. Ça, il y a quelqu'un dans le chat qui a mis que c'est un système service public accessible à tous autant que possible, gratuit et universel. Et bien, le fait de ne pas pouvoir donner cette bourse pour un enseignement complémentaire en français, eh bien, c'est quasiment anticonstitutionnel. Enfin, ça va contre ce que la France s'est fixé comme objectif d'enseignement. Je vais vous demander de conclure et je reste sur une dernière question. Est-ce que la privatisation de l'AEFE est une bonne décision si on compte répondre l'enseignement français et des valeurs? La privatisation de l'AEFE? Est-ce que la privatisation de l'AEFE est une bonne décision si on compte répandre l'enseignement français et de ses valeurs? Non. Question. Non. Moi, à mon sens, l'AEFE, c'est une agence gouvernementale, donc ça doit servir. C'est un outil politique de la France.
et ça doit être utilisé quand on sera au gouvernement voilà, comme une arme de diplomatie, d'une alter-diplomatie. Et comme je le disais dans une réunion, à mon sens, il serait préférable que la France soit connue pour avoir 400 000 élèves répartis dans le monde, plutôt que la logique des États-Unis avec 800 000 hommes de troupes répartis dans le monde. Donc, quitte à investir, je préférerais que la France investisse massivement dans l'éducation de ces jeunes à l'étranger également, plutôt que dans l'envoi d'armes ou la vente d'armes. Je voulais juste repréciser que la personne qui avait posé la question sur l'objectif à atteindre de la formation AFE, il parlait de la formation des enfants. Quel est l'objectif à atteindre pour les élèves, en fait. Ouais, Voilà. J'avais compris. Et en fait, ce qu'on n'a pas dit, enfin, on l'a dit partiellement, mais du coup, ces établissements, ils préparent, par exemple, au diplôme national du brevet ou au baccalauréat. Voilà. C'est pour les enfants qui ont vocation à rentrer en France. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte. Je vais vous demander de conclure l'un après l'autre. Du coup, on termine. Oui, on commence par Djibouti. Du coup, petite conclusion de ce Twitch sur l'enseignement. Et fallait-il rompre? Donc, pas de mystère. Spoiler alert. Oui. Il fallait rompre. Oui. Oui, il fallait rompre. Après, il faut voir, donc justement, pendant la campagne des législatives, on n'était pas forcément tous d'accord sur la manière de rendre l'accès à l'éducation plus facile. Et donc, la question, justement, est-ce que l'accroissement des bourses, c'est pas justement plonger plus vers la privatisation ou pas? Et là, avec les partenaires de la NUPES, on n'était pas forcément, et même au sein de la France Insoumise, mais voilà, c'est quand même un débat qui reste à avoir. Et je pense qu'on n'a pas fini vraiment de répondre à la question de manière pratique, comment mettre cela en place et se mettre d'accord avec nos partenaires et puis en notre sein aussi. Romain, je t'en prie. Oui, c'est ça, hein. Il y a une grosse pédagogie à faire au sein de la NUPES. C'est vrai que c'est sur le volet éducation. Moi, c'est bizarrement que je me suis retrouvé en opposition très frontale avec la personne qui se présentait aux législatives. Pourtant, on était enseignants tous les deux. Enfin, pas la candidate, mais son titulaire. Et c'était sur cette question d'éducation, parce que effectivement, il y a un débat à avoir, il est profond, et en même temps, vous voyez, rompre, oui et non, parce que dans tout ce qu'on a dit là, il n'est pas question d'aller casser la EFE, de dissoudre la EFE ou de faire des choses comme ça. Moi, j'ai le souvenir, j'ai fait partie des gens qui ont eu une formation à l'époque sous Nicolas Sarkozy à l'Institut de formation des professeurs, l'IUFM. Et à l'époque, moi, je trouvais que c'était irrationnel, l'IUFM, ça marchait pas, et plein de trucs qui n'étaient pas bien. Et j'étais le premier à dire, il faut réformer, il faut réformer. Et je vous souviens, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy a très bien entendu le truc et avait dit à l'époque, oui, on va réformer, et il a fermé les IUFM. Alors, c'était réforme radicale, et il n'y a plus eu d'IUFM après lui. Et l'idée, c'est pas de casser la EFE, je pense que c'est bien ce qui est mis dans les livrets. L'idée, c'est vraiment d'augmenter cet effort fait. Si vraiment, moi je prends au mot nos élus politiques, si vraiment c'est un levier d'influence, comme dit Jean-Charles, eh bien chiche, allons-y, jouons le jeu. Et on ne se limite pas qu'au lycée, on va plus loin, quand on va faire des accords avec les établissements d'éducation publique dans les pays, on promeut le français, voilà, on fait ce que fait la Chine, on fait ce que fait la Corée, voilà, on joue le jeu et on arrête de se cacher en disant si, on promeut la francophonie. Non, on promeut rien du tout. On promeut l'enseignement pour une élite qui va avoir la chance d'avoir des enfants qui vont pouvoir voyager à travers la planète. Super, bravo. Romain, je te laisse conclure. Merci. Romain, pardon, Jean-Charles. Oui. Je te permets de conclure. C'est comme pour les retraites, hein. Je pense que la première étape, c'est d'arrêter la tentative de passage à 64 ans. Après, on peut discuter sur 60, 58, 37 annuités et demie, 40. Voilà. Moi, j'ai mon avis sur la question. Il faudrait y revenir et on a les moyens sur les 37,5 annuités. Pareil, là, c'est tout. On n'est pas, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ça, mais pareil pour l'éducation. Oui, il faut rompre de manière radicale. Donc, forcément, il y aura
ça va créer un choc, ça va créer des remous pour, la caste, pour l'oligarchie, pour les oligarchies locales qui sont bien installées, qui vivent relativement bien et correctement avec le système actuel, en distribuant par-ci par-là des bourses pour se donner bonne conscience. Mais encore une fois, l'objectif, oui, c'est pas de casser, mais c'est de réformer dans un sens positif. Réforme, c'est une amélioration dans l'intérêt du plus grand nombre du système actuel. Voilà, donc oui, il faut redonner ses lettres de noblesse à l'AEFE, lui redonner des moyens en termes de formation des enseignants et en termes d'accessibilité. Là, le plus urgent, là, tout de suite, maintenant, ce qu'il faut, c'est rendre accessibles les établissements au plus grand nombre de nos jeunes Français. Voilà. Ce qu'il y a à faire là, tout de suite, dans l'urgence. Après, effectivement, par étapes, on pourra progresser mais je pense que oui. Je voulais juste rajouter parce que Romain parlait de Nicolas Sarkozy, justement, il y a quelques années, il avait rendu visiblement la scolarité gratuite et ça avait été une catastrophe apparemment, donc ça n'avait pas été réfléchi. Là, nous, ce qu'on propose, c'est justement tout un modèle, un système réfléchi, que ce soit coordonné voilà, au niveau mondial. Mais c'est ce qui a refroidi beaucoup de personnes, notamment de la NUPES, sur cette proposition de la gratuité de l'enseignement français à l'étranger. Eh ben alors ça permettra encore de nombreux débats et de convaincre encore plus largement dans les 4 ans à venir sur cette bataille des Français de l'étranger et notamment de rompre avec le système marchand dans l'enseignement. Je vous remercie Hélène, tu as été à Djibouti, Romain en Thaïlande, Jean-Charles en Colombie. On n'avait pas Christine qui était à New York. Elle n'a pas pu se connecter malheureusement, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, on n'y manquera pas. Je l'espère. Merci à tous les trois. Il est tard d'un côté du monde, il est tôt de l'autre côté du monde. Pour moi, je vous laisse. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur le Twitch de la LFI NUPES Monde très prochainement et bien sûr sur le site YouTube. Bonne journée à tous les trois. Merci d'avoir participé depuis là où vous êtes et puis je vous souhaite une bonne suite et on se revoit très vite. Merci. Au revoir. Bientôt. Bonne nuit. Allez, je lance. Élection partielle en Exactement, n'oubliez pas l'élection partielle avec Christian Rodriguez, le candidat, voilà. Pour cette circonscription. Bonne soirée à vous. Au revoir et bonne journée. Bonne journée.